Bonjour à tous, je vais vous parler d'inverse reinforcement learning dans ce Fiddle. L'inverse reinforcement learning, c'est l'idée d'essayer d'estimer des rewards à partir de trajectoires d'experts. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de régularisation dans les modèles de renforcement learning classiques. Et ensuite, ça va nous amener assez naturellement vers l'inverse renforcement learning. Au début, on va commencer sur un système de reward qui est linéaire et on va aller vers des systèmes de reward beaucoup plus complexes. Et comme l'idée, c'est vraiment d'étudier les trajectoires, vous avez ce petit logo qui est un petit robot avec une loupe, un petit robot détective, qui essaye d'étudier et de comprendre les trajectoires, ces empreintes de pas. Et c'est un poil plus compliqué que le renforcement learning classique, puisque pour vraiment comprendre la dernière partie de ces slides, il vous faudra maîtriser TRPO. Alors, je voulais commencer un petit peu par cette citation d'Andrew Ng, qui explique que la reward et l'intégralité du renforcement learning en fait est basée sur le fait que la reward, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir. C'est la chose qui explique le mieux votre stratégie. C'est-à-dire que si vous avez la reward, vous appliquez un algorithme type PPPO ou de la value iteration, enfin selon votre problème, et vous pouvez à la fin trouver une stratégie optimale indépendamment de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez la reward, dans tous les environnements possibles, vous pouvez trouver en fait votre stratégie optimale. Et donc c'est là l'intérêt de l'inverse reinforcement learning, c'est de trouver une reward qui est optimale, qui permet en fait de vraiment être une copie de ce qu'aurait pensé un humain, un animal à la place de l'agent que vous auriez modélisé classiquement en renforcement learning. C'est aussi beaucoup moins, vous faites beaucoup moins d'hypothèses comparé au renforcement learning, puisqu'en fait, renforcement learning, c'est vous qui choisissez vos rewards un petit peu à la main. Là, l'idée, c'est typiquement, vous prenez un pilote de Formule 1, vous lui faites conduire une voiture, vous avez ses trajectoires, et vous pouvez essayer d'étudier ça pour comprendre comment il réfléchit et donc trouver son système de reward interne. Et si vous le mettez sur des nouveaux circuits qui n'est pas les circuits que vous avez étudiés, bah, ça devrait quand même très bien se passer. Ce qui n'est pas le cas d'une policy optimale qui généralement se comporte mal dans des nouveaux environnements. Alors, pour commencer, j'avais mis sur le diapo que je vous faisais un petit exemple en éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement. Et donc, là, un petit exemple très simple qui est, vous verrez un petit peu à la fin, je vous ai mis toutes les références, mais c'est notamment inspiré du travail d'un japonais qui a fait ça sur des oiseaux migrateurs. Et donc là, c'est un vrai cas d'utilisation. Mais ce petit toy modèle, il va être super pratique pour vous faire comprendre quelques concepts clés de l'inverse reinforcement learning. Donc, imaginons qu'on ait une grenouille qui a une trajectoire. Donc là, par exemple, elle va vers la mouche pour la manger. Eh bien, on peut voir ce système comme un système avec des rewards. Donc par exemple, le héron va être un prédateur de la grenouille, donc c'est quelque chose que la grenouille va essayer d'éviter quand elle se déplace. La mouche, ça va être plutôt un attractant. Si on pense en termes de système de reward, la mouche va être une reward positive et le héron va être une reward négative, quelque chose que la grenouille devrait fuir. Et donc si on est dans un cas de reward linéaire, ça va pouvoir s'écrire comme vous le voyez affiché à l'écran en bas. C'est-à-dire vous avez un coefficient W qui, par exemple, je vais vous directement passer à la slide suivante. Par exemple, pour le héron, ce W1 vaut moins 0,5, car aller vers le héron, c'est quelque chose qui vous fait perdre des rewards, qui vous met en danger. Vous avez la carte de présence-absence du héron, donc qui vaut entre 0 ou 1. Et vous avez, pareil, un paramètre de reward associé à la mouche et une carte de présence, est-ce que la mouche est présente ou pas sur chaque endroit de votre environnement. Alors, ça peut paraître un petit peu simple comme formalisme. On peut complètement imaginer en fait appliquer ça par exemple à des gradients d'oxygène, à des valeurs un peu continues, des champs électromagnétiques. Globalement, libre à vous de réfléchir à comment appliquer ça à vos problèmes, mais il y a vraiment une infinité de choses qu'on peut modéliser et on n'est pas juste sur une absence ou enfin présence-absence de feature. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus continu. Et donc si je veux essayer de trouver la reward fonction, sachant que je ne connais que les trajectoires de ma grenouille, et éventuellement les actions auxquelles elle a accès, donc là par exemple elle est en haut, en bas, à gauche, à droite. Et bien pour faire ça, pour trouver la reward, en fait, je vais devoir trouver une policy, une stratégie qui génère des trajectoires qui sont proches de mon expert. Cette policy, elle va être basée sur une reward au début.
Donc cette reward, si c'est la bonne reward, vous aurez les mêmes trajectoires. Si c'est une reward qui est différente, la policy issue de cette reward, elle va vous donner des comportements qui sont assez aberrants par rapport à votre expert. Et donc ça sous-entend qu'il faut trouver une façon de mesurer la différence entre le learner, donc notre modèle qui apprend à imiter la reward de l'expert, et du coup l'expert qui lui, c'est des données que vous avez collectées, par exemple expérimentalement. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut essayer de comparer la trajectoire de l'expert avec celle du learner. Et donc il y a plusieurs idées qui peuvent vous venir en tête. Vous pouvez vous dire la distance est une bonne métrique. C'est factuellement pas le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, la trajectoire qui est la plus proche de la trajectoire d'expert, c'est celle qui va aussi vers une mouche. Ce n'est pas celle qui s'éloigne un petit peu de la mouche et copie la trajectoire de l'expert. Donc vous ne pouvez pas juste mesurer la distance entre vos trajectoires pour estimer si une trajectoire elle est pertinente ou pas. Et ce que vous pouvez aussi vous dire, c'est à ce moment-là, il faut compter les features qui sont ramassées par mon expert ou alors les rewards. Et ça ne marche pas non plus parce que si par exemple vous avez une trajectoire qui est un peu trop courte, comme là celle de la grenouille, vous avez arrêté de filmer la grenouille juste au moment où elle allait atteindre la mouche, vous voyez que toutes les trajectoires du learner, elles sont équivalentes, puisqu'en fait, elles ont ramassé 0 reward, toutes. Donc, c'est assez sous-optimal. Ça peut marcher si vous avez des trajectoires très longues, mais globalement, cette idée de juste venir en fait comparer les rewards et les features acquises par l'expert et le learner, c'est un petit peu sous-optimal. Alors, il y a la manière la plus optimale, par contre, c'est d'utiliser la value. Donc là, si vous voyez sur l'écran, vous avez en fait votre carte de value et vous voyez très bien que la trajectoire learner qui va à gauche, qui va manger une mouche, et la trajectoire expert qui monte à aller manger une mouche, en fait, elles amassent la même quantité de value sur leur trajectoire. Et donc, calculer la différence en value, c'est la loss qui est optimale pour estimer si deux policies sont similaires. Mais peut-être que la réflexion que vous faites, c'est qu'en pratique, on ne sait pas trop comment comparer ces values. Parce que si on utilise la reward, si on veut calculer la value formellement, on va devoir avoir accès à la reward de l'expert qu'on ne connaît pas. Et donc, on va estimer qu'en fait, la reward de l'expert, ça va être la même que la reward du learner. Et on va voir si on a une différence en value ou pas. Et ça va être un proxy qui va bien marcher pour vous donner une approximation de la différence en value. Comme vous utilisez la même définition de reward, ce qui va changer, c'est les états que vous allez parcourir. Et donc, vous allez vous retrouver à finalement avoir une loss qui est juste la différence en reward pour les états parcourus. Et comme vous allez avoir un petit souci avec ça, c'est que la reward, si elle vaut 0, si votre reward fonction vous donne 0, peu importe ce que vous faites, votre loss, elle sera à 0 et donc vous direz que les stratégies sont strictement équivalentes. Ça, c'est un petit défaut de cette approche. Vous avez une petite solution à ça dans le cas où vous êtes linéaire, qui est qu'en fait, votre coefficient W pour la feature 1, feature 2, feature 3, ça va être le même. Donc, vous allez pouvoir l'enlever et votre loss, elle va être proportionnelle justement uniquement à la somme des features, qui est, je le rappelle, un petit peu sous-optimale pour mesurer si deux policiers elles sont proches ou pas. Mais qui est une bonne approximation dans le cas linéaire et qui va pouvoir un petit peu vous aider quand même. Et qui règle surtout cette histoire de problème de quand la reward renvoie toujours 0, on est toujours optimal. Donc voilà, comme je disais, la différence maintenant, dans le cas linéaire, vraiment que dans le cas linéaire, c'est la somme des features. Alors maintenant, je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de régularisation en renforcement learning. Pour ça, je vais devoir vous parler d'entropie. Donc imaginons que vous ayez une pièce que vous lancez et vous voulez savoir à quel point cette pièce elle est imprédictible. Globalement, elle va être imprédictible si jamais elle n'a pas de côté préférentiel. Parce qu'en fait, si elle renvoie toujours pile, elle est parfaitement prédictible. Si elle renvoie toujours face, c'est pareil, elle est parfaitement prédictible. Et si elle renvoie une fois sur deux pile ou face, cette mesure de prédictabilité serait au plus haut possible, vu que là on ne peut vraiment pas savoir à quel point
est-ce que la pièce, elle préfère un côté par rapport à l'autre. Et donc, c'est exactement ce que mesure l'entropie. Donc là, vous avez la petite formule dans le cas de la pièce. Alors H, c'est head en anglais et T, c'est tail. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir la mesurer. Et ça va vous dire à quel point, en fait, votre pièce, elle est biaisée ou pas. Globalement, si vous vous intéressez à l'entropie, les distributions de probabilité qui vont maximiser l'entropie, elles vont avoir cette forme, généralement. Et si maintenant, j'applique ça à une policy, donc à un choix d'action. C'est-à-dire que si j'essaye de maximiser mon entropie, je vais rajouter une contrainte sur ma policy qui fait que je vais essayer en fait de visiter de choisir le plus d'actions possibles, de ne pas toujours choisir une seule action. Si par exemple j'ai plusieurs choix qui me rapportent la même reward, donc par exemple dans le cas de l'exemple de la grenouille au début, où finalement on se retrouve à la même distance de 2 mouches et on n'a pas d'autre feature qui vient nous influencer pour nous faire choisir l'un plutôt que l'autre, et bien à ce moment-là, on aura une probabilité qui devrait être égale si on maximise l'entropie de la policy. Ça donne des policies qui sont un peu moins déterministes, si on applique ça directement à la policy. Et globalement, vos policies, elles vont avoir cette forme-là, celle qui maximise l'entropie. Ça va être exponentielle de Q, divisé par la somme des exponentielles de Q pour chaque action. Cette façon d'écrire la policy, vous verrez souvent ça sous le terme de soft policy, vous avez l'équivalent avec les soft Bellman équations. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on vient régulariser notre policy avec cette entropie, cette mesure d'entropie. Et comme je vous disais un petit peu, finalement, ça va nous donner un choix d'action qui va être un petit peu plus stochastique. Alors c'est très bien, mais en fait, si on veut une policy qui, au lieu de diversifier les actions, elle diversifie en fait la value accumulée par les trajectoires, eh ben ça ne marche pas. Et on a besoin d'une autre mesure de correction qui s'appelle la causale entropie. Et je vais directement vous donner un petit peu la formule de ça. Mais si vous voulez aller plus loin, ça a été assez peu décrit finalement par l'auteur dans la littérature. Il a plutôt écrit ça dans sa thèse, donc c'est Brian Ziebar qui a travaillé là-dessus. Et vous verrez à la fin, je vous donne toutes les références. Et donc si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez lire sa thèse qui est très mat et un petit peu difficile d'accès, mais si vous êtes motivé, c'est très intéressant. Et donc globalement, voici la forme une fois qu'on applique la causale entropie à la policy. Donc ça va être l'exponentielle de la différence entre Q et V. Et ça, c'est une mesure que vous connaissez peut-être. C'est exactement la fonction d'avantage. C'est à quel point j'ai un avantage à me trouver dans cet état particulier et à choisir en fait une action particulière. Et donc si ma policy, c'est l'exponentielle de l'avantage, ça va m'encourager à explorer mon territoire, à faire des trajectoires qui sont le plus variées possible et qui vont avoir des sommes de rewards qui vont être à peu près les mêmes parce qu'en fait, plus votre somme de rewards elle est forte, plus votre régularisation par l'entropie elle est moins forte dans le sens où en fait, plus vous avez une somme de rewards forte, plus cette probabilité elle va être élevée malgré en fait, le fait que vous régulariziez avec l'entropie. Donc, si vous avez des actions qui ne rapportent absolument pas de reward, eh ben, même si vous mettez une régularisation par l'entropie, votre policy optimale devrait vraiment très peu les choisir, voire pas du tout. Mais si vous avez par contre plusieurs, comme je disais un petit peu avant, plusieurs choix qui vous apportent beaucoup de rewards possibles et avec des différences qui sont assez faibles, voire les mêmes, à ce moment-là, ça va encourager à parcourir ces différentes trajectoires et celle d'avant à parcourir ces différentes actions. Et comme je vous parlais un petit peu d'avantages, je voulais aussi vous parler de ça qui est utile pour la suite. Une des questions que s'est posée un chercheur, je crois que c'était Andrew Ng, c'était est-ce qu'il peut y avoir d'autres rewards possibles que la définition classique de la reward que vous connaissez et qui préserve les propriétés classiques des équations de Bellman. Donc si, basiquement, est-ce qu'il y a d'autres quantités que la reward que si on cherche à maximiser via votre algo de recherche de policy optimale classique, est-ce que ça a changé quelque chose? Et en fait, un des résultats, c'est que vous avez une définition alternative, qui est celle qui est affichée à l'écran, qui est la reward plus gamma V de l'état suivant
moins la value de l'état actuel, qui est strictement équivalent à la reward. Vous l'avez peut-être reconnu, bah ça c'est exactement Q en fait, le début de la formule. Et donc, en globalité, c'est exactement l'avantage. Et donc, si je vous donne un petit peu la raison de pourquoi c'est équivalent, quand on va développer Q, qui est ce qu'on cherche à maximiser avec la policy, on cherche à trouver, à prendre les Q, maximum, et bien en fait, quand vous allez développer cette nouvelle définition, l'avantage, vous allez vous retrouver avec la définition classique, la somme des gamma reward, moins en fait une value, mais qui est la même pour toutes les actions, donc c'est constant. Ça ne devrait pas changer, en fait le choix de la policy. Plus un coefficient qui tend vers 0, parce qu'en fait, votre gamma, si votre trajectoire est longue, eh ben, ce coefficient-là tend vers 0. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec un Q qui est strictement similaire. Donc, voilà, c'est une façon alternative de décrire la reward qui va aussi très bien se comporter et qui sera utile dans un petit peu plus tard, dans un deuxième temps, quand on parlera d'inverse reinforcement learning. Alors, allons concrètement dans l'inverse reinforcement learning, donc avec des rewards linéaires. Donc c'est ce que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure sur l'exemple de la grenouille. Alors comment on fait pour implémenter l'algo? Donc l'algo classique, c'est le premier algo, c'est l'algo de maximum entropie. Je vais vous montrer un petit peu ça. Au début, on choisit les coefficients W de notre reward function aléatoirement. C'est la première étape. À partir de ces coefficients aléatoires, de cette reward function qu'on a définie aléatoirement, on calcule en fait notre policy optimale. Donc ça sous-entend qu'on connaît les features. Donc si par exemple vous faites des exemples dans le vrai monde, vous pouvez appliquer par exemple un CNN, un algo de segmentation pour extraire les différentes features environnementales. Sinon, vous pouvez les annoter aussi à la main. Donc ça sous-entend ça. Et la manière dont on va calculer la policy, ça va être, dans ce cas-là, régularisé par le maximum d'entropie. Ensuite, on va calculer, avec notre stratégie optimale, des exemples de trajectoires. En général, on les calcule en position de là où on se met dans la même position que notre agent avec lequel on veut comparer. Et on regarde, en fait, on génère des trajectoires. Donc un peu comme on avait avec la grenouille, où on se met au même endroit où la trajectoire de la grenouille commence, et on regarde si ça diverge ou pas, en fait, de notre policy expert. Avec la formule que je vous ai présentée un petit peu avant. Donc ça, c'est la formule de Loss dans le cas où on est dans un système linéaire. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la value par feature, ce qui est un truc qu'on peut faire assez facilement quand la reward est linéaire. Et on va calculer du coup cette loss par feature. Et donc comme on a la loss par feature, ben, on peut appliquer tout simplement une descente de gradient sur le coefficient W pour chaque feature. Et on va revenir en arrière, on va venir avec cette nouvelle reward fonction qu'on vient de modifier puisqu'on a modifié le coefficient W, venir générer une nouvelle policy. On va pouvoir utiliser cette policy pour générer une nouvelle trajectoire, pour essayer de comprendre comment l'expert, enfin les différences entre la reward qu'on a actuellement et celle de l'expert. Et on va faire ça jusqu'à ce que ça converge, jusqu'à ce qu'on n'ait quasiment aucune différence entre l'expert et le learner. Souvent, ce qui n'est pas trop mal, c'est de venir en fait faire en sorte que la somme des rewards elle soit égale à 1. Donc vous verrez, si vous regardez un petit peu dans les papiers, il y a souvent une normalisation de telle sorte que les coefficients, quand on est dans des features map entre 0 et 1, on essaie en fait de faire en sorte que la somme des coefficients elle vale 1 des rewards. Ça évite un petit peu que l'algo se perde dans les boucles de descente de gradient. Maintenant, cette stratégie, donc c'est le premier algo, c'est un des premiers algos d'inverse reinforcement learning, elle marche très très bien quand la policy de l'expert elle est déterministe. Donc vous êtes peut-être un petit peu déçu parce que vous vous dites, bah, dans le vrai monde, mes animaux, mes bactéries, les différents trucs que j'étudie, ils n'ont probablement pas un comportement déterministe, ils ont peut-être plus un comportement stochastique. Et c'est vrai, je suis complètement d'accord avec vous, mais on va voir un petit peu après comment on peut résoudre ça. Et vous verrez que c'est très simple. Et globalement, là où vous pouvez être aussi un petit peu déçu, c'est que ça marche que si l'expert a vraiment une somme de features qui est linéaire.
Ça peut aussi être utilisé comme une approximation pour essayer de comprendre en fait l'expert. Une sorte de modèle simplifié, comme on peut le faire par exemple quand on fait des modèles d'équadif, où on se doute que peut-être notre modèle d'équadif n'est pas représentatif de la réalité, mais on cherche un modèle un petit peu simplifié, quitte à ce qu'il approxime un petit peu moins bien le vrai monde. Donc ça peut aussi être utilisé dans ce sens-là pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les features préférentielles d'un individu, d'un animal. Maintenant, je vous ai dit que je vous montrerai comment corriger un petit peu le fait que l'algo précédent ne marche que quand on est dans un cas avec des policiers qui sont déterministes. Eh bien, en fait, la solution, elle est très simple. Il faut utiliser une régulation qui est par causal entropie. Et donc, c'est le même algo, strictement le même. La seule différence, c'est qu'on vient modifier dans notre calcul de policy optimale la manière dont on vient régulariser la policy. Et c'est strictement la même méthode. Mais par contre, cette fois, ça marche très très bien, à la fois dans le cas déterministe et dans le cas non déterministe, si l'expert a une fonction de reward qui est linéaire. Donc maintenant, on va essayer de passer à comment ça fonctionne quand on est dans des cas où la reward function elle est non linéaire. Et pour déjà commencer à débroussailler un petit peu le terrain, je veux vous montrer le lien qu'il y a entre les GAN et l'IRL. Donc c'est peut-être des modèles que vous avez déjà vus sur Fiddle, les GAN. Globalement, l'idée c'est que vous avez un générateur qui là ici va prendre l'état en entrée, qui va essayer de générer une trajectoire donc via des actions. Donc vous pouvez le voir un petit peu comme une policy, le générateur. Et vous allez avoir un modèle discriminateur qui, lui, va prendre les trajectoires d'experts et de learners et va venir essayer de les distinguer. De dire celle-là, c'est un learner, celle-là, c'est un expert. Et donc, c'est typiquement très similaire au GAN, c'est même exactement un GAN. Maintenant, vous avez TRPO comme algo, que vous connaissez aussi, probablement des vidéos précédentes de renforcement learning. Dans ce modèle-là, vous avez un modèle qui est la policy. Nous, ça pourrait être notre générateur. Par contre, on n'a pas vraiment de discriminateur. Parce que, globalement, quand on calcule l'avantage, qui nous sert de métrique pour venir corriger la policy, eh bien, il nous faut la reward qui nous est donnée par le monde, l'environnement dans lequel on est. Et vous avez aussi un modèle value. Et donc, globalement, si on adapte un peu ce modèle value aussi qui va permettre de calculer l'avantage, ici, c'est vraiment le TRPO classique. Si on l'adapte un poil, on va pouvoir en fait complètement venir avoir notre discriminateur. La seule adaptation que je fais, c'est que la reward, cette fois, elle n'est pas donnée par l'environnement, elle est donnée par un modèle, un réseau de neurones, que j'ai moi-même défini. Avec la reward et la value, donc ces deux réseaux de neurones, je vais pouvoir calculer l'avantage et donc je vais pouvoir venir optimiser ma policy façon TRPO. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est utiliser deux réseaux, un réseau de reward et un réseau de value, pour calculer notre forme alternative de la reward, celle qu'on avait vue un petit peu plus haut, et qui va être très similaire à l'avantage fonction. Globalement, on va être dans un framework de maximum causal entropie, donc on va assumer que la policy de l'expert, elle est proportionnelle à la somme à l'exponentielle des features. Grâce à ça, on va pouvoir simplement le mettre en sortie de notre discriminateur et ça va nous donner en fait un softmax très classique qui est très présent en fait dans les modèles de discrimination. Et quand on va en venir mettre ça dans la loss classique du discriminateur, on va se retrouver avec, en développant un petit peu les équations, à un résultat qui est exactement la reward, donc notre nouvelle définition de la reward, moins le log de la policy. Maintenant, si on se demande comment on peut calculer la loss du générateur, eh bien, c'est avec cette formule-là. Donc, en sortie, vous voyez que c'est la loss du discriminateur qui est utilisée. Et quand je vais développer cette équation-là, vous allez voir que c'est strictement équivalent à la loss de TRPO, plus, en fait, une régularisation par l'entropie. Donc, si vous voulez un petit peu aller plus loin, vous avez tous les papiers là que j'ai utilisés pour faire ce fiddle. Donc je vous invite à les regarder. Il y a plein d'algos aussi très sympas. Il y a notamment toute une approche aussi de l'inverse renforcement learning qui est basée sur des méthodes bayésiennes. Et donc vous pouvez aussi vraiment vous amuser à, par exemple, estimer l'incertitude sur les différents
paramètres dans le cas où vous faites une fonction de reward qui est linéaire. Donc vous avez ça qui est intéressant. Vous avez aussi des papiers type, je pense à T-Rex, qui est aussi très sympa, donc qui est toujours un peu dans cet esprit de framework bayésien, qui assume que vous ne connaissez pas les actions de votre expert, mais que vos différents experts, vous êtes capable de les ordonner de celui qui est le plus expert à celui qui est le moins expert. Et donc si vous faites cette assumption-là, vous pouvez par exemple aussi essayer d'estimer la reward function, même si vous ne connaissez pas les actions. Donc ce papier-là aussi était assez chouette. Voilà un petit peu pour l'inverse renforcement. J'espère que ça vous a beaucoup plu. C'est quelque chose qui est vraiment très peu connu. Donc ça va demander énormément de travail pour vous faire cette présentation. J'espère que ce sera bien reçu et que ça vous aura donné envie d'appliquer ça à vos recherches. Bonne journée et merci vraiment de votre écoute.